Bienvenue à Minuit Mystère. Ce soir, un silence glacial suit le son des cloches invisibles. Dans un village calme où tout le monde les entendait mais personne ne les appelait, un secret longtemps enfoui est sur le point de résonner une fois de plus. Tirez les rideaux et laissez le mystère commencer. L'horloge de l'église Saint-Mildred sonna 3 heures, et personne ne l'entendit. Il y avait bien ces notes lentes et consciencieuses, mais elles étaient étouffées par les rires, les tasses de thé et le bruissement des billets de la fête estivale qui s'étendaient sur la pelouse du presbytère. Les banderoles pendaient faiblement sous la chaleur. Le concours de confiture avait déjà provoqué une dispute chuchotée. Sous un auvent rayé, le révérend Pottle félicite la guilde des femmes pour la participation, tout en calculant secrètement combien de temps il faudrait avant que la tente à bière ne prenne une allure plus chrétienne que le stand de limonade. Miss Marple était assise au bord de la pelouse, à moitié dans l'ombre, son sac à tricot à côté d'elle, ses yeux bleu pâle fixés, non sur les tombolas ou les gâteaux éponges, mais sur le petit tableau de la table de tombola. Là, Mrs. Price Ridley comptait les billets comme pour faire la morale, et la jeune Lily Cartwright, fraîchement sortie de l'agence de dactylographie de la ville, se penchait beaucoup trop près de M. Dawlish, le trésorier de l'église, dont le visage rouge trahissait à la fois la chaleur et l'inquiétude. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent 1 fois, 2 fois, puis s'arrêtèrent. Elle venait de remarquer que la cloche en laiton de la table de tombola, celle qui servait à annoncer les gagnants, avait disparu. Personne d'autre ne semblait s'en apercevoir. Une cloche perdue parmi tant de bruit importait peu. Pourtant, cette petite absence la troublait plus que la plus bruyante querelle. Elle se leva pour se dégourdir les jambes, feignant d'admirer les roses qui grimpaient au mur du presbytère, et le fil des conversations la frôla comme des rideaux de filet dans un courant d'air, des bribes d'envie, d'affection et d'hypocrisie tissées serrées. « Je lui ai dit que le biscuit ne lèverait jamais avec de la margarine, » disait Madame Price Ridley. « Mais certains s'obstinent à économiser des sous et à perdre la face. Le visage, murmure Miss Marple pour elle-même, est très cher dans un village. » Ce n'est qu'une demi-heure plus tard que les rires s'éteignirent. Un enfant hurla, non pas de douleur, mais d'excitation stridente après la découverte, puis tout le monde se retourna. À l'orée du pré, au-delà des tables à tréteaux, se dressait la cabane du sonneur, un abri de bois trapu servant à ranger les cloches à main de l'équipe paroissiale. La porte était entr'ouverte, et à l'intérieur, encadrée par la lumière poussiéreuse, gisait la silhouette de M. Harold Dawlish, une main serrant encore la cloche en laiton manquante. Au début, il sembla s'évanouir, à la façon dont sa tête oscillait. Puis le silence s'épaissit. La cloche s'échappa de ses doigts et frappa le sol avec un léger bruit terrible que personne ne voulait prendre pour un son. Ce fut Miss Marple qui s'avança la première, doucement, résolument, appelant le médecin, mais sachant déjà qu'il serait trop tard. Le docteur Highcroft arriva quelques minutes plus tard, sorti de la noix de coco comme un prestidigitateur réticent, attiré sur scène. Il s'agenouilla, fronça les sourcils et secoua la tête. « Le cœur, dit-il, bien que son ton manquât de conviction. Surmenage. La chaleur, peut-être. » Mais la femme du vicaire, qui aimait l'audience plus que l'exactitude, murmura à voix haute. « Ils discutaient des comptes hier encore. Et maintenant, comme tout cela va devenir terrible. » Miss Marple regarda la petite cloche de cuivre posée près de la main du défunt. Son battant manquait. Un détail, facilement négligé. Pourtant son esprit enregistra cette absence aussi clairement qu'elle avait noté le vol de la cloche de tombola. Quelque chose de symbolique, pensa-t-elle vaguement, bien que les symboles soient rarement bienveillants à Saint-Mildred. La police arrive bientôt, menée par l'inspecteur Cray, un homme solide, à la moustache respectable et d'une courtoisie qui se veut efficace. Il prit des notes, demanda des nouvelles des témoins et fronça les sourcils devant le calme de Miss Marple. « Vous l'avez trouvé, madame ?»« Non, dit Miss Marple. Mais j'ai entendu ce qui n'était pas là. Les cloches s'étaient tues. » Cray lui adressa un sourire poli, hésitant entre sagesse et fantaisie. Il s'adressa à Madame Price Ridley, qui organisait déjà ses souvenirs pour en tirer le maximum de vertu. Autour d'eux, la fête se transforma en murmure, l'odeur d'herbe écrasée et de confiture de fraises devenant soudain délicieusement écœurante. Le soir, la pelouse du presbytère s'était vidée. Seule Miss Marple s'attardait, passant une fois de plus devant la cabane où un agent de police montait la garde. À l'intérieur, le corps avait été emporté, mais il en restait quelque chose. La légère odeur métallique, la poussière agitée, l'empreinte d'une vie qui, censée sonner le glas, se taisait. Sur la table gisait une page de registre déchirée, à moitié froissée, portant des chiffres
et une phrase griffonnée à régler avant les vêpres. Elle n'y toucha pas. Elle jeta plutôt un coup d'œil vers la tour où dormaient les grosses cloches, et le premier frisson du soir traversa les feuilles. À cet instant, elle pensa à la façon dont le son se propageait différemment dans les petits espaces. Il ne résonne pas, il persiste. Les mots, comme les actes, persistent plus longtemps qu'on ne le souhaite. Du presbytère résonne le cliquetis des tasses de thé et la voix vive et réconfortante de Madame Pottle, insistant sur la commande et les sandwichs. Mais cette note rassurante ne portait pas vraiment. La fête s'était terminée non pas par des applaudissements, mais par l'absence, et sous les bavardages, se cachait une première couche de peur, la prise de conscience que rien, pas même la charité, n'était à l'abri du scandale. Miss Marple reprit son tricot, même si elle ne tricotait pas. Son regard passa de la cabane au rosier, puis à l'endroit où se trouvait la cloche disparue, et revint à la porte de l'église entr'ouverte. Elle en avait assez vu pour savoir que, dans un village, le chagrin naît toujours de la curiosité. Il ne faudrait pas longtemps avant que la compassion ne se mue en conjecture. Les premières chauves-souris apparurent au-dessus de la tour, filant comme des ponctuations sombres sur le ciel déclinant. L'une d'elles frôla le lampadaire au-dessus du portail, faisant trembler la lumière. Miss Marple observa le tremblement, jusqu'à ce qu'il se stabilise, puis s'engagea dans le chemin qui menait à sa maison. Dans son jardin, les primes-verts ouvraient leurs fleurs qui attendirent la nuit toute la journée. Derrière elle, l'horloge de l'église sonna à nouveau. Mais cette fois, elle sonna correctement, et tout le monde l'entendit. Le faible glas de l'horloge de l'église résonnait encore dans l'air du soir, tandis que Miss Marple remontait le chemin vers sa chaumière recouverte de lierre. Le son semblait chargé d'une étrange hésitation, comme si elle hésitait à marquer 1 heure ou à pleurer. Des lampes s'allument maintenant aux fenêtres, petits carrés de civilité dorés luisant dans le crépuscule qui s'installait. Pourtant, sous leur chaleur, le village avait déjà commencé à s'accommoder de murmures d'attente, murmurés à voix basse, qui se propagent plus vite que n'importe quelle cloche. Au salon de Madame Price Ridley, la première réunion posthume battait son plein. Les tasses s'entrechoquent, et le deuil était accompagné, comme par hasard, de tourteaux. La mort de M. Dawlish, respectable trésorier de l'Église et fidèle du comité, avait été à la fois source d'horreur et de soulagement. Il y avait du réconfort, après tout, à voir sa propre vie continuer tandis que celle d'autrui s'arrêtait brusquement. Complètement imprévu, déclara Madame Price Ridley, bien que son ton suggérait le contraire. J'avais souvent dit que cet homme s'inquiétait inutilement. Les comptes, les réunions interminables, ça allait forcément le fatiguer. Sa compagne, Madame Bantry du Vieux Moulin, pinça les lèvres. Pourtant, on ne meurt généralement pas pendant la tombola. Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard ce matin, tout rouge, si vous vous souvenez. Et cette pauvre fille, Lily Cartwright, debout à ses côtés juste avant. Elle laissa sa phrase s'écouler délicatement, laissant son imagination faire le reste. Miss Marple, entrée discrètement avec son tricot et une petite excuse pour avoir rendu un livre de patron emprunté, s'assit discrètement près de l'âtre. Elle n'eut pas besoin d'insister. La conscience du village s'expliquait d'elle-même dès qu'elle commençait à parler. Ils parlèrent de la jeunesse de Lily, de ses prétendues ambitions, des rires inconvenants échangés autour des billets et de la cloche, dont le battant manquant était devenu un sujet de fascination. Madame Price Ridley avait déjà conclu que l'objet avait dû être volé, peut-être pour son laiton. Madame Bantry préférait y voir un symbole, sans toutefois pouvoir dire lequel. « Le révérend est profondément affligé, dit Madame Price Ridley en baissant la voix pour faire effet. La police enquêtait sur les comptes. Imaginez, comme si les fonds de notre paroisse pouvaient dissimuler un scandale. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. « Les comptes peuvent cacher bien des choses, c'est ma chère, dit-elle distraitement. Parfois même des intentions. » La conversation s'interrompit un instant. Personne n'aimait l'idée que l'arithmétique puisse être capable de faire le mal. Puis Madame Bantry soupira, avec la mélancolie satisfaite de quelqu'un qui prédisait d'autres désagréments. « Eh bien, on verra bien ce que l'inspecteur trouvera. Ces morts subites sont rarement aussi simples qu'elles le paraissent. » Dehors, la ruelle résonnait du doux murmure des voix du soir. La nouvelle était parvenue à l'épicerie, à la poste et au pub du jardin. Les hommes se rassemblent en petits groupes pour échanger des théories qui, à force de répétition, ressemblent à des faits. Certains affirmaient que Dawlish avait détourné des fonds, d'autres laissaient entendre qu'une femme était impliquée. Tous s'accordaient, cependant, à dire que la fête ferait parler d'elle pendant des années. Miss Marple, rentrant chez elle sous les formes, croisa la jeune Lily Cartwright, debout devant le portail de son logement. Les yeux de la jeune fille étaient gonflés
et on commença à la saluer légèrement. « Ma chère, dit gentiment Miss Marple, je suis vraiment désolé pour cet après-midi. Vous devez être épuisée. » Lily secoua la tête. « Je n'arrive pas à réfléchir, madame. Il est tombé comme ça. Il s'était énervé toute la matinée, et puis il a dit quelque chose comme quoi la sonnette n'était pas bonne. Et j'ai ri. Sa voix était à la limite de la culpabilité. Si seulement j'avais su, Miss Marple lui toucha le bras. « Tu as été très courageuse d'aller chercher de l'aide. Essaie de ne pas te tourmenter avec des hypothèses. On nous dit rarement la vérité, seulement ce qu'on aimerait voir différemment. » Lily parvient à esquisser un léger sourire. « Merci, Miss Marple. C'est étrange, n'est-ce pas ? Les cloches n'ont pas sonné correctement pour lui, et maintenant tout le monde dit qu'il faudra les bénir à nouveau. Peut-être qu'ils ont juste besoin d'être réglés, murmura Miss Marple, bien que son ton contienne une nuance de pensée allant au-delà de la simple mécanique. Elle regarda la jeune fille entrer avant de continuer le chemin. Devant son portail, l'air semblait plus lourd, comme si le village lui-même retenait son souffle. De l'autre côté de la verdure, elle aperçut l'inspecteur Gray quitter le presbytère, sa silhouette se découpant sur la lumière des lampadaires. Il marque une pause, parlant au vicaire à voix basse, et même de loin, Miss Marple comprit, à la posture de ses épaules, que ses conclusions n'avaient pas encore trouvé de réconfort. Plus tard dans la soirée, assise près de sa fenêtre avec une tasse de chocolat chaud, Miss Marple réfléchissait au schéma que révélaient les ragots lorsqu'on les écoutait sans préjugés. Sous le voile du scandale, il y avait la peur, un désir collectif d'attribuer rapidement la culpabilité, de contenir le désordre avant qu'il ne se propage. La respectabilité, pensait-elle, était une membrane fragile tendue sur un égoïsme des plus ordinaires. Elle reprit son tricot, mais se surprit à compter les boucles trop machinalement. Son esprit se tourna alors vers l'image de la page déchirée du registre et de sa note énigmatique, à régler avant les vêpres. Régler pouvait signifier n'importe quoi, compte, querelle, ou quelque chose de plus sombre. Et le battant manquant. Sans lui, la cloche ne pouvait que mimer l'acte de donner, un écho creux du devoir. Un bruissement près de la haie attira son attention. Quelqu'un passait discrètement dans le chemin. Elle aperçut une silhouette, col de manteau relevé, se dirigeant rapidement vers l'allée de l'église. Trop rapide, pensa-t-elle, pour une promenade nocturne. Elle attendit que le bruit s'estompe, puis éteignit sa lampe. L'horloge du village sonna 9h30, claire, précise, imperturbable. Pourtant, Miss Marple sentait que cette certitude était trompeuse, car les horloges, comme les gens, peuvent se tromper sans en avoir l'air. Et quelque part sous la surface de toute cette sympathie familiale, elle pressentait que quelque chose ou quelqu'un observait délibérément le rythme du silence. Elle se rassit, les yeux rivés sur le clocher plongé dans l'obscurité. Demain, il y aura d'autres discussions, d'autres explications. Mais ce soir, seules les cloches semblaient en savoir ce qui s'était réellement passé, et elles ne sonnaient pas. Le matin arriva avec une luminosité trompeuse, la lumière du soleil éclairant les toits du village comme pour nier tout événement tragique. Des oiseaux chantaient au-dessus du cimetière, et l'odeur de l'herbe coupée s'échappait de la maison du bedeau. Aux yeux du passant, Sainte Mildred semblait lavée du choc de la veille, mais sous son calme poli perçait le léger crépitement de l'agitation, tel le bourdonnement de la porcelaine avant de se briser. L'inspecteur Cray est rentré tôt, sa voiture garée près du porche, les pneus encore humides de rosée. Debout dans la nef avec le vicaire, il examinait le coffre en bois où étaient conservés les comptes de la paroisse. Miss Marple, apparemment occupée à arranger des fleurs pour l'autel, observait à distance polie, les mains fermes, même si son esprit errait tranquillement entre les différentes possibilités. « Êtes-vous certain que rien n'a été dérangé, révérend » demanda Cray d'une voix respectueuse, mais chargée de scepticisme. « Tout à fait certain, » dit le vicaire. « J'avoue que les comptes ont été difficiles ces derniers temps. M. Dawlish était peut-être trop méticuleux. Il a parlé d'irrégularité, mais j'ai supposé qu'il cherchait simplement à attirer l'attention. » Cray fronça les sourcils. « Des irrégularités de quelle nature ? Je ne saurais le dire. Il avait mentionné de légères divergences, peut-être des erreurs dans le fonds de restauration. Il y avait plusieurs contributeurs, et bien sûr, des dons anonymes. Dons anonymes. L'expression s'accrochait à l'esprit de Miss Marple comme un fil sur une épine. Elle savait, par sa longue expérience de la charité humaine, que l'anonymat cachait souvent une profonde humilité ou une profonde malice, rarement entre les deux. Cray tourna son attention vers elle. « Vous étiez présente hier, Miss Marple. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel avant l'incident ?» Son expression était douce. Seulement, M. Dawlish semblait préoccupé. Et il n'arrêtait pas de toucher sa poche,
comme pour vérifier qu'il y avait encore quelque chose. Une telle anxiété précède généralement un égarement d'argent ou un malaise de conscience. L'inspecteur fait un petit signe de tête courtois. Il n'était pas homme à la rejeter, mais il n'était pas non plus homme à la croire entièrement. « Nous avons trouvé ceci dans son manteau, dit-il en brandissant une petite enveloppe carrée scellée avec de la colle bon marché. Sans adresse, sans signature, vide. » Le regard de Miss Marple s'attarda sur le message. « Curieuse, murmura-t-elle, comme si quelqu'un voulait être certain qu'un message avait été reçu, mais pas lu. » Le vicaire parut perplexe. « Vous voulez sûrement dire l'inverse ?» Elle sourit faiblement. « Peut-être, mais l'intention peut être plus révélatrice que le résultat. » L'inspection du coffre ne révéla rien de plus spectaculaire que de la poussière et du papier à lettres à moitié usagé. Pourtant, alors que Cray referme le couvercle, Miss Marple remarqua un léger cerne sur le bois, la marque d'un objet autrefois posé et récemment retiré. Elle ne dit rien. Il faut laisser le temps aux gens de se remettre en question avant de signaler le désordre. Devant l'église, la ruelle grouillait de monde. Le facteur s'arrêta plus longtemps que nécessaire à chaque portail, apportant non pas des lettres, mais des conjectures. Chez l'épicier, Lily Cartwright tentait de reprendre son travail, mais son regard se posait sur chaque client avec la politesse hantée d'un client fraîchement scruté. Miss Marple s'arrêta pour prendre un thé et un sachet de sucre dont elle n'avait pas besoin. « Ma chère, dit-elle doucement, tu ne dois pas trop travailler. »« Je préfère être ici qu'à la maison, » répondit Lily. Il n'arrêtait pas de me regarder comme si j'avais fait quelque chose de mal. Miss Marple hocha la tête. Les villages peuvent être impitoyables dans leur sympathie. Ce n'est pas par suspicion qu'ils cherchent à manifester, mais simplement par peur d'être le prochain coupable. Les mains de Lily tremblaient légèrement lorsqu'elle me rendit la monnaie. L'inspecteur Cray m'a demandé ce matin si M. Dawlish transportait parfois de grosses sommes d'argent. J'ai répondu que non, mais il avait l'habitude d'apporter des papiers sur mon bureau pour saisir des chiffres et des notes concernant le fonds de restauration. Il semblait inquiet de la disparition de l'argent, même s'il ne l'a jamais dit. « Et quelqu'un d'autre connaissait-il ces papiers ?» demanda Miss Marple d'un ton désinvolte. « Seulement M. Copley, l'organiste. Il aidait parfois à tenir les registres de partition et les conservait pour la comptabilité de la chorale. » Elle fronça les sourcils. C'était étrange depuis hier. Il ne voulait plus m'adresser la parole. Miss Marple la remercia, ajoutant un mot sur le courage et le sang-froid, puis recula dans le matin radieux. Les cloches de l'église, silencieuses, se dressaient sur les toits, telles des sentinelles vigilantes. Elle éprouva une étrange sympathie pour elles, si fière et visible, et pourtant dépendante de mains humaines pour les faire parler. L'inspecteur Cray l'intercepte près du portail. Nous avons exclu le vol pour l'instant. Le portefeuille de l'homme était intact. Le vol, dit Miss Marple avec douceur, n'est pas toujours une question d'argent. On vole l'attention, l'affection et même la réputation. Le taux de change est très personnel. Il la regarda avec un demi-sourire. Tu as vu trop de crimes dans ta vie. Juste assez pour savoir qu'ils commencent souvent par des déceptions, répondit-elle. Après son départ, elle se dirigea vers l'orée de la verdure où l'on démontait les stands de la fête. Quelques fleurs fanées, une bannière déchirée, une tasse de thé oubliée, vestige d'une gaieté devenue indécente avec le recul. Sur le sol, près de la cabane du sonneur, elle remarqua une légère empreinte dans l'herbe, circulaire, petite, comme si un objet lourd s'y était brièvement posé. Elle se pencha et effleura du doigt. La terre sentait le laiton. À midi, les rumeurs s'étaient muées en certitude. Madame Price Ridley racontait à qui voulait l'entendre que le pauvre M. Dawlish avait découvert une pénurie dans les fonds de l'église et que cette révélation l'avait conduit à l'effondrement. Au même moment, on entendait M. Copley se plaindre amèrement que la police n'avait pas le droit de fouiller dans les registres de musique paroissiaux. C'était un arrangement admirable, chaque suspect confirmant la défensive de l'autre. De retour à son cottage, Miss Marple disposa sa tasse de thé sur la table et regarda de nouveau vers la tour. Le soleil illuminait le cadran de l'horloge, et l'espace d'un instant, les chiffres dorés brillèrent comme une accusation. Elle repensa à ce battant manquant comment quelque chose d'essentiel pouvait être emporté, laissant la forme extérieure inchangée, mais la finalité réduite au silence. C'était, songea-t-elle, l'emblème parfait de l'hypocrisie. Son thé avait refroidi avant qu'elle ne remarque l'enveloppe glissée dans sa boîte aux lettres. Pas d'adresse, pas de signature, juste une seule feuille à l'intérieur, vierge à l'exception de 3 mots écrits d'une écriture irrégulière. Il savait pourquoi. Miss Marple le plia soigneusement, son esprit déjà tourné non vers la peur,
mais vers un modèle. Les secrets, pensa-t-elle, finissent toujours par sonner à nouveau, même quand les cloches elles-mêmes refusent. Miss Marple garda le mot anonyme entre ses doigts, un long moment, ces 3 mots bruts semblant presque bourdonner dans le calme de son cottage. L'encre avait légèrement coulé sur le papier, une écriture rapide et bon marché, et pourtant, il y avait une étrange précision dans sa formulation. Il savait pourquoi. Non pas quoi ou qui, mais pourquoi. Comme si le mobile lui-même était un crime. Elle le posa près de sa tasse de thé et attrapa son châle. Il y avait des questions à poser avec douceur, comme on remue de la confiture fraîche. Lorsqu'elle arriva au presbytère, le soleil avait perdu de son éclat et un bruit de marteau s'échappa du clocher. « Des réparations » expliqua la femme du pasteur à la grille, les yeux brillants d'une vive interrogation. L'inspecteur Cray jugea préférable de faire vérifier les cordes. Il s'agissait de poulies manipulées. Imaginez, dans notre propre église. À l'intérieur, le salon du presbytère donnait l'impression que la charité elle-même avait pris peur. Des papiers jonchaient chaque surface, et le révérend Pottle s'y déplaçait avec une bienveillance distraite. « Ma chère Miss Marple, dit-il, nous semblons assaillis par la suspicion. La mort du pauvre Dawlish, quelle ombre affreuse! Et maintenant ces rumeurs de détournement de fonds. Absurde. Je connais cet homme depuis 20 ans. J'ose dire, répondit Miss Marple avec douceur, qu'on peut connaître la ponctualité d'une personne sans connaître sa tranquillité d'esprit. Les comptes étaient-ils très en retard? Une certaine confusion, certes, mais on finissait toujours par trouver un équilibre. Sa voix tremblait. Il avait récemment demandé un audit du fonds de la chorale. Je lui ai dit que c'était inutile. Maintenant, l'inspecteur semble penser le contraire. On frappa légèrement à la porte ouverte. Lily Cartwright se tenait là, pâle et posée, d'une manière qui trahissait son jeune âge. « Excusez-moi, révérend, l'inspecteur Cray attend dans le bureau. Il dit avoir trouvé quelque chose. » La découverte de Cray s'avéra modeste en apparence, mais riche de sens. Sur le bureau de Dawlish se trouvait une enveloppe identique à celle reçue par Miss Marple. Même papier grossier, même absence de signature. Celle-ci, cependant, contenait un fragment du registre paroissial, déchiré grossièrement dans la marge. Sur celui-ci, à côté d'une colonne de chiffres, était inscrit le nom de Copley. « Monsieur Copley, l'organiste » demanda doucement Miss Marple. « Quelle curiosité !» Cray hocha la tête. « Il m'évite depuis le début de la matinée. Il prétend être malade, et pourtant les voisins l'ont vu quitter sa maison avant l'aube. Je compte lui parler. » Le vicaire parut horrifié. Sûrement pas Copley. Impossible de trouver meilleur musicien, bien sûr, avec un tempérament plutôt artistique. Miss Marple pensa à la faible odeur de cuivre près de la cabane la veille, aux battants manquants, et à la façon dont la foi, telle une musique, pouvait être à la fois discipline et déguisement. Elle demanda, avec une apparente désinvolture, si M. Copley avait les clés de la cabane du sonneur. Le vicaire hésita un peu trop longtemps. Techniquement, oui. Il garde le matériel de réserve pour les répétitions. Il est souvent là tard, à préparer les partitions de cantiques. L'expression de Cray se durcit. Alors je le verrai tout de suite. Miss Marple accompagne l'inspecteur le long de l'allée ombragée. L'air était lourd, chargé du parfum des lilas et de conclusions tacites. Ils trouvèrent Copley dans son jardin, arrosant des géraniums avec une patience théâtrale. C'était un homme mince et nerveux, les cheveux prématurément grisonnants et le sourire d'une précision irréprochable. « Inspecteur, dit-il, j'espérais que ce désagrément serait terminé. Vous avez sûrement exclu toute possibilité de problème. Le pauvre Dawlish était souffrant. Cray a produit le fragment déchiré du registre. Votre nom apparaît ici, monsieur Copley. Pourriez-vous m'expliquer » Les yeux de Copley clignèrent. « Des comptes, oui. Dawlish insistait pour examiner les fonds de la chorale. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à voir. Notre budget musical couvrait à peine les bougies et les partitions. » Miss Marple, qui s'était assise sans y être invitée, l'observa avec bienveillance. Ça doit être vexant de voir son honnêteté mise en doute. Pourtant, la précision des chiffres peut être aussi exigeante que la précision du ton. Il la regarda d'un air sévère. « Je n'ai rien à cacher. » Si Dawlish pensait le contraire, il se trompait. « Peut-être, dit-elle doucement, bien que les erreurs puissent parfois être fatales lorsque l'orgueil et la peur se marient trop étroitement. » Copley se détourna, occupé avec son arrosoir. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » La conversation dérivait vers des banalités prudentes. Pourtant, Miss Marple remarqua de petites choses, le tremblement de sa main, les taches d'encre sur sa manchette et une légère trace de vernis à or sur sa manche, du genre utilisé pour les cuivres.
Elle n'en dit rien. La vérité, elle le savait, détestait être coincée. De retour à son chalet cet après-midi-là, elle passe en revue ses impressions matinales comme une tricoteuse vérifie les mailles perdues. Chaque fil, le battant manquant, l'enveloppe, le mot, l'agitation de Copley formaient un motif, même s'il n'était pas encore visible. Dehors, les cloches de l'église restaient silencieuses. Les villageois, eux, ne le furent pas. À l'heure du thé, les spéculations s'étaient musées en certitude. Madame Price Ridley déclarait, avec une assurance évangélique, que M. Copley s'était disputé avec Dawlish au sujet des paiements à la chorale. Quelqu'un d'autre prétendait l'avoir vu près de la cabane avant la fête. Même la femme du pasteur laissait entendre que les musiciens étaient sujets à des irrégularités morales. La respectabilité, songea Mlle Maple, était un alibi commode à la cruauté. Lorsque l'inspecteur Cray est revenu au crépuscule, c'était pour signaler que Copley avait été interpellé. Il n'avait aucune explication pour les taches de vernis, a déclaré Cray, ni pour sa sortie avant l'aube. Tant que nous n'en saurons pas plus, il restera notre principal suspect. Miss Marple écoutait, l'air serein. Parfois, inspecteur, les mains les plus innocentes portent les marques les plus sales, simplement pour avoir touché ce que d'autres voulaient cacher. Il la regarda pensivement. « Tu ne crois pas qu'il l'a fait ?»« Je pense, répondit-elle, que la culpabilité est rarement seule. Elle aime la compagnie. » Après son départ, elle s'attarda à la fenêtre, regardant le crépuscule s'infiltrer dans le jardin. Les premiers papillons de nuit voletaient autour de la lampe, pâles fantômes tournant autour de ce qu'ils prenaient pour la vérité. Sur sa table reposait le billet anonyme, dont les bords ondulaient maintenant dans l'air du soir. Elle le retourna une fois de plus, le regard perdu dans le vide. Le faible tintement d'une cloche s'éleva du clocher, non conforme à une quelconque habitude, juste un coup accidentel. Pourtant, il sonnait étrangement, comme si quelqu'un lui rappelait que le village n'avait pas encore fini de parler. Le faible tintement de la cloche persista longtemps après avoir cessé, telle une pensée qui refuse de s'éteindre. Miss Marple, debout près de sa fenêtre, écouta jusqu'à ce que le silence revienne. Le son ne provenait pas d'un entraînement, elle en était certaine. Il était trop singulier, trop hésitant, comme frappé par une main hésitante. Elle enfila son cardigan et entra dans le jardin du soir. Le chemin qui descendait vers l'église brillait pâlement sous la lune décroissante et le parfum du bétail nocturne flottait doucement sur les haies. À la porte, elle s'arrêta. Le village était silencieux, les volets clos, et pourtant, derrière les rideaux de dentelle, elle sentait une subtile curiosité palpiter. L'arrestation de M. Copley lui avait apporté à la fois satisfaction et peur, la satisfaction d'un récit bien ficelé, et la peur que les récits bien ficelés contiennent rarement. Miss Marple traversa la prairie, ses pas silencieux sur l'herbe humide, et se dirigea vers le cimetière. La tour se dressait au-dessus des cloches de nouveau inertes. Le gendarme de service somnolait contre le mur, sa casquette penchée en avant, en signe d'innocence. Elle sourit faiblement à la fragilité humaine. Elle le savait, souvent le meilleur témoin. Sous le porche, elle gratta une allumette et alluma l'une des bougies du presbytère restées des vêpres. L'air était frais, chargé de ce parfum particulier de vieux recueils de cantiques et de pierres humides. La lumière éclairait les extrémités des cordes, soigneusement enroulées, et la petite clochette en laiton posée sur un rebord à côté, celle-là même qui manquait à la fête. Son cœur s'emballe, non pas de peur, mais de conscience qu'elle avait été polie récemment. Pourtant, sa surface portait de fines traces de cire et une trace plus sombre sur le bord, comme si quelqu'un l'avait essuyée à la hâte. Elle se pencha. Un cheveu s'accrochait à la poignée fine, pâle, presque argenté. Elle sortit son mouchoir et le souleva délicatement. Pas de grande révélation, juste un rappel que la culpabilité laisse toujours des traces, même bien dissimulées. Des pas résonnèrent trop derrière elle. L'inspecteur Cray émergea de l'obscurité, le visage mêlant surprise et légère exaspération. « Miss Marple, vous allez ruiner ma tranquillité d'esprit. Qu'est-ce qui vous amène ici à cette heure-ci ?»« J'ai entendu une cloche, » dit-elle simplement. Il fronça les sourcils. « La tour est verrouillée. Les cordes sont bien attachées. Ça devait être le vent. Peut-être. » Son ton était d'une douceur qui ne laissait aucune place à la discussion. Crazy fit un geste vers la clochette. « On l'a trouvée plus tôt. J'ai préféré la laisser pour les empreintes digitales. Mais entre nous, je doute qu'on obtienne grand-chose. Tout le monde a déjà manipulé ce truc. Tout le monde, inspecteur, même ceux qui n'ont rien à voir avec la fête ?» Il lui lança un regard en coin. « Tu parles du vicaire ? Ou de la fille ? Ils ont été interrogés.
Je pensais plutôt à Madame Pottle, dit doucement Mademoiselle Marple. Les devoirs de son mari la mettent au courant de toutes les affaires de la paroisse. Et elle aime mettre de l'ordre, spirituellement et autrement. Craig gloussa. « Tu soupçonnes la femme du vicaire ?»« Je ne soupçonne personne, dit-elle. Mais j'observe tout le monde. C'est moins fatigant. » Il soupira et rangea son carnet dans sa poche. « Bon, si vous remarquez quelque chose de plus tangible qu'une cloche, faites-moi savoir. » Après son départ, Miss Marple resta seule un moment, le regard scrutant les ombres sur le sol de pierre. L'absence du battant la hantait encore. Sans lui, une cloche ne peut que simuler une démonstration silencieuse de vertu. C'est là, l'essence même de la tromperie, un bruit sans signification, une apparence sans cœur. Le lendemain matin, la bruine et les ragots étaient à parts égales. La voix de Madame Price Ridley résonnait dans la ruelle comme un sermon. C'était de la jalousie, c'était clair comme de l'eau de roche. Copley enviait la position de Dawlish. Les musiciens sont des créatures capricieuses. À la poste, Lily Cartwright récupère un colis, les mains légèrement tremblantes au moment de signer. Miss Marple l'accueillit avec un sourire bienveillant. « Ces derniers jours furent difficiles, ma chère. Avez-vous eu des nouvelles de M. Copley ? Ils l'ont gardé au poste. Il se dit innocent, mais personne ne le croit. » Elle baissa les yeux. « Je ne peux m'empêcher de penser que c'est ma faute. Si je n'avais pas taquiné M. Dawlish à propos de la cloche, il ne se serait pas approché de cette cabane. La culpabilité est rarement assez complaisante pour apparaître au grand jour, dit doucement Miss Marple. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ce jour-là? Quelque chose que vous n'avez pas pu identifier? Lily hésite. Il y avait une odeur âcre, comme du cirage ou de l'alcool, et il avait un bout de ruban bleu vif dans sa poche. Je l'ai remarqué seulement parce qu'il est tombé quand il a sorti son mouchoir. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. « Ruban, dites-vous? C'est gentil de votre part de vous en souvenir. » Plus tard, alors qu'elle revenait sous la bruine, son esprit organisa les détails comme les points de suture, le cirage du laiton, le ruban bleu, le battant manquant et la faible odeur de cire. Chacun semblait insignifiant, et pourtant, ensemble, ils murmuraient la dissimulation. Lorsqu'elle atteignit son portail, les ébauches de compréhension commençaient à se dessiner, pas encore nettes, mais suggestives comme la faible empreinte laissée par une écriture disparue. Cet après-midi-là, la femme du vicaire passa, soi-disant pour remettre les circulaires paroissiales. Ses mains gantées palpitèrent d'une énergie nerveuse. « Mauvaise affaire, mademoiselle Marple. L'inspecteur dit que le caractère du pauvre monsieur Copley lui a coûté cher. J'avais prévenu le révérend il y a des années que les musiciens étaient instables. Miss Marple sert le thé avec une grâce mesurée. Et pourtant, ils apportent une telle harmonie à l'église, n'est-ce pas? J'ai toujours pensé que les cloches et le cœur sont comme la conscience, et la confession l'une proclame, l'autre excuse. » Madame Pottle cligna des yeux, incertaine de sa gentillesse. Son regard se porta sur la cheminée, où reposait maintenant la clochette. « Oh, vous l'avez là? L'inspecteur Cray a eu la gentillesse de me le confier. Je détesterais qu'il soit à nouveau égaré. Madame Pottle s'est penchée, peut-être trop vite. Je vois qu'il a été bien nettoyé. On peut presque y voir son reflet. Les apparences sont si rassurantes, n'est-ce pas? Dit Miss Marple en remuant son thé. Elles rendent même la malice respectable. » Un court silence s'ensuivit, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge. Lorsque Madame Pottle partit, son calme était toujours aussi impeccable, mais ses mains tremblaient légèrement en boutonnant son manteau. Miss Marple resta assise, contemplant la surface polie de la cloche jusqu'à ce que la silhouette floue de son visage vacille. Le reflet était déformé, presque moqueur. Elle tendit la main et effleura le métal, qui à son contact produisit un son unique et creux. Pas tout à fait une sonnerie, mais quelque chose qui aurait pu en être une autre fois. Elle sourit faiblement. Quelque part derrière cet écho creux, pensa-t-elle, la vérité commençait à se faire jour. Le léger son creux de la cloche résonnait encore dans la pièce, tel un fantôme trop poli pour s'en aller. Miss Marple restait assise, les doigts posés délicatement sur le laiton poli, comme pour y chercher un battement de cœur. Dehors, la bruine s'était épaissie en un fin voile gris, adoucissant les contours des haies et des toits. C'était le genre de temps qui incitait les secrets à rester à l'intérieur. Quand on frappa à la porte, ce fut brusque, officiel et un peu las. L'inspecteur Cray entra sans attendre une invitation complète. Il paraissait fatigué mais alerte, l'expression d'un homme entouré de trop de vérité et de trop peu de certitude. « Je reviens du poste, dit-il. » Copley s'en tient à sa version. Il prétend être sorti se promener à l'aube, composer des cantiques, seul, comme par hasard.
Miss Marple lui fit signe de s'asseoir en face. « On croit rarement les compositeurs si leur œuvre n'est pas mélodieuse, inspecteur. Et la vie, hélas, n'offre pas souvent la mélodie idéale. » Il a souri faiblement. « J'imagine que tu le penses innocent. »« Je pense, dit-elle, que la culpabilité a tendance à changer de vêtements trop souvent pour être reconnue dès la première rencontre. » Le regard de Cray suivit le sien jusqu'à la cloche sur la cheminée. « Tu as encore regardé cette chose. Qu'est-ce qu'elle te dit ? » « Qu'elle avait autrefois voulu être entendue, répondit-elle, et quelqu'un la fit taire. Il fronça les sourcils, incertain de savoir si elle parlait littéralement ou métaphoriquement. On en saura plus une fois que le labo en aura terminé. Le plus drôle, c'est que le battant a toujours disparu. Plus aucune trace nulle part. Miss Marple remuait son thé. Peut-être ne l'avait-il jamais perdu, juste remplacé. Avant qu'il puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, un autre bruit retentit à la porte, hésitant cette fois, suivi d'une excuse nerveuse. Lily Cartwright entra, serrant son imperméable. Ses joues étaient pâles, ses yeux brillants d'inquiétude. « Je suis désolé, Miss Marple. Je ne savais pas où aller. On dit que M. Copley sera inculpé. Mais il ne l'a pas fait. Je sais qu'il ne l'a pas fait. » Cray rose. « Vous en semblez très sûre, mademoiselle Cartwright. Il était en colère, certes, mais pas cruel. Il aimait l'Église. Il ne ferait de mal à personne. » Miss Marple la regarda avec bienveillance. « L'amour peut faire de nous tous de curieux complices. Asseyez-vous, ma chère. Dites-nous ce qui vous trouble. » La fille hésita, puis s'assit. « C'est à propos du ruban bleu dont j'ai parlé hier. Je croyais qu'il venait juste des décorations de fête. Mais j'en ai trouvé un autre ce matin, noué autour d'une des cordes de la cloche du clocher. Il est neuf, brillant, et il n'avait rien à faire là. » Cray se redressa. « Pourquoi étais-tu dans la tour ? Je n'y étais pas. Je n'ai regardé que depuis le porche. La porte était entr'ouverte. Le ruban pendait, je vous jure. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Vous avez bien fait de le remarquer. Les rubans, comme les intentions, sont rarement noués sans but. » Cray a pris note. « J'enverrai quelqu'un là-bas. Et pour votre bien, mademoiselle Cartwright, ne vous approchez plus de cet endroit. » Lorsque l'inspecteur est parti, Miss Marple sert une autre tasse de thé à la jeune fille à eau tremblante. « Vous êtes très courageuse, » dit-elle doucement. Le courage ne vient pas toujours de la certitude parfois, c'est simplement le refus de détourner le regard. Lily esquissa un léger sourire reconnaissant. « Je veux juste la vérité. Nous le sommes tous, dit Miss Marple, même si nous apprécions rarement sa compagnie une fois qu'il arrive. » Après le départ de la jeune fille, Miss Marple prit son parapluie et se dirigea vers le presbytère. La pluie s'était transformée en brume et le chemin traversant le cimetière brillait faiblement sous ses pieds. Elle s'arrêta près du clocher, dont la porte était bel et bien ouverte. Le ruban bleu flottait à une corde près du dernier barreau, brillant et incongru sur la grisaille. Elle le toucha doucement. Il était satiné, lisse et légèrement parfumé à la lavande. Pas le genre de choses qu'on utilise pour attacher des cordes, mais précisément le genre de choses que Madame Pottle utilise pour relier son livre de cantiques chaque dimanche. À l'intérieur, l'air était froid et résonnant. Quelques gouttes de pluie tombaient par une fissure du toit, marquant le pas sur le sol en pierre. Miss Marple traçait le faisceau de sa lampe torche le long du mur. Les cordes oscillaient légèrement, leurs extrémités effilochées par le temps. Près de la plus basse, le nœud qui fixait le ruban cachait quelque chose de légèrement métallique, un petit boulon fraîchement poli. Elle se pencha, son souffle embua l'air. Le boulon était trop lisse, trop neuf. Quelqu'un avait récemment remplacé une partie du mécanisme. Elle recula dans la lumière, le visage pensif. Les apparences, songea-t-elle, étaient toujours si nettes quand la culpabilité avait fait le ménage. L'amour de l'ordre de Madame Pottle, sa promptitude à blâmer les autres, ses mains impeccables qui tremblaient en juste ce qu'il fallait, tout cela formait maintenant un motif, faible mais de plus en plus clair. Ce soir-là, elle se rendit au presbytère sous prétexte de rendre un livre de jardinage emprunté. Le révérend la reçut avec gentillesse. Sa femme se tenait près du buffet, versant du sherry avec un enthousiasme légèrement excessif. « J'espère que vous ne vous fatiguez pas avec cette affaire, » dit Madame Pottle avec une gaieté forcée. L'inspecteur semble convaincu que tout est bien simple. « Oui, » dit Miss Marple en acceptant son verre. « Les choses les plus trompeuses sont souvent trompeuses. » La main de Madame Pottle hésita un instant, puis reprit son rythme régulier. « Pauvre Monsieur Copley, quel dommage! Mais justice doit être faite. » « En effet, » répondit Miss Marple, « c'est toujours le cas, mais rarement de la part de ceux qui crient le plus fort. » Il y eut un silence, juste assez long pour que l'horloge sur la cheminée fasse 2 tic-tac. Miss Marple posa son verre.
Tu as un don pour le cirage, ma chère. Les cuivres de l'église n'ont jamais brillé aussi fort. Le teint de Madame Pottle s'est légèrement teinté. On fait son devoir. Tout à fait, dit Miss Marple, et elle sourit d'un petit sourire entendu qui ne portait aucune accusation, mais laissait derrière lui un léger tremblement de malaise. Plus tard, alors qu'elle retournait dans la ruelle embrumée, les cloches de l'église se mirent à sonner doucement, leur son creux mais rythmé, comme une respiration lointaine. Elle se tourna vers la tour. Le ruban bleu flottait encore, luisant faiblement au clair de lune. Pour la première fois depuis la fête, Miss Marple était certaine que les cloches n'étaient pas les seules choses qui avaient été soigneusement réglées pour tromper. La brume s'épaissit tandis que Miss Marple rentre chez elle. L'air frais et légèrement métallique embaumait l'odeur de la pluie. Chaque pas semblait résonner sous le tintement sourd du clocher, et pendant un instant, elle crut entendre un autre son sous ce léger claquement irrégulier, comme la chute d'un objet creux sur la pierre. Elle marque une pause, jetant un coup d'œil vers le cimetière, mais le son cesse, englouti par le brouillard. Lorsqu'il revint, il était plus aigu, plus proche, suivi d'un cri qui fendit la nuit. En quelques minutes, la ruelle s'emplit de voix et de pas précipités. Une lanterne vacilla violemment, tandis que l'inspecteur Cray émergeait du portail du presbytère, son manteau déboutonné, le visage alerte. « Ça vient de la tour, dit-il. Restez à l'écart, Miss Marple. » Mais elle le suivit néanmoins, avançant à son rythme tranquille. Le cri avait attiré d'autres personnes hors de leur chaumière, visages pâles et curieux, les braves comme les simples curieux indiscernables, dans la lumière trouble des lampes. La porte de la tour était de nouveau ouverte, un gond tendu comme forcé. L'agent de Cray leva haut sa lanterne, son faisceau balayant l'escalier et les cordes qui pendaient comme des serpents endormis. Sur la marche la plus basse se trouvait une forme qui, l'espace d'un instant effrayant, ressemblait à un tas de vêtements. Puis la lumière se stabilisa. Le visage de Madame Pottle rayonnait dans l'ombre, ses yeux écarquillés et étrangement paisibles, sa main serrant toujours le ruban bleu arraché de la corde. La chute avait été courte, mais décisive. Une corde de cloche s'enroulait autour de son poignet comme une promesse. « Mon Dieu !» murmura le vicaire en arrivant essoufflé. « Éléonore a dû glisser. » Cray se pencha près du corps. « Aucun glissement ne resserrait un nœud comme ça, dit-il d'un ton sombre. Et personne ne monte les escaliers en cloche avec des gants et des perles. » Miss Marple se tenait un peu à l'écart, son regard non pas fixé sur le corps, mais sur le mur derrière, où de légères traces marquaient l'endroit où quelqu'un s'était stabilisé, cirage, cire, et le fantôme de la lavande. La respectabilité, pensait-elle, avait ses propres empreintes. À l'aube, le village s'était remis à s'agiter, cette fois avec une horreur tempérée par une certaine délectation. La seconde mort donnait au premier une symétrie narrative, permettant à chacun de comprendre la culpabilité, le remords et une chute opportune. Pauvre Madame Pottle, disait-il, si pieuse, si honorable. Elle avait dû être submergée par la honte. La police, elle aussi, trouva la conclusion satisfaisante. L'inspecteur Cray parla de notes d'aveu, de désespoir, de conscience qui la rattrapait. Pourtant, Miss Marple avait l'impression que l'histoire s'installait trop facilement, comme de la poussière sur du cuivre poli. Elle rend visite au vicaire plus tard dans la matinée. Il était assis dans le bureau, le livre de prière de sa femme ouvert devant lui, bien qu'il ne lisît pas. Son chagrin était poli, mesuré, comme si sa pleine force avait été différée. C'était une femme excellente, dit-il. Un peu sévère, peut-être. Elle pensait que la moralité était une question de propreté. Miss Marple joignit les mains sur ses genoux. C'est souvent le cas, d'une certaine manière. On polit ce qu'on souhaite que les autres n'imaginent pas de trop près. Il leva brusquement les yeux, mais elle se contenta d'un sourire doux et désolé. « Te souviens-tu, continua-t-elle, de la dernière fois où les cloches ont été correctement entretenues ?» Il cligna des yeux. « Tiens, le mois dernier. Un mécanicien de Melford est venu les inspecter. Éléonore s'en est occupée elle-même. Elle a dit qu'un des battants avait disparu. Alors elle l'a remarqué. Le ton de Miss Marple était doux. Et a-t-elle parlé de le remplacer ? Je crois qu'elle a dit que la fonderie avait envoyé une pièce de rechange. Il hésite. Tu ne crois pas ? Oh, je crois que c'est assez fréquent, dit Miss Marple. Mais c'est une habitude, pas une conclusion. Dehors, le ciel s'éclaircissait, et le bruit des marteaux dans la verdure suggérait que la vie, telle une habitude, reprenait ses droits. Pourtant, sous les bruits domestiques se cachait une tension subtile. Les villageois murmuraient que Madame Pottle s'était suicidée pour expier ses péchés. D'autres laissaient entendre qu'elle avait été réduite au silence pour en savoir trop.
Chaque interprétation en disait plus sur son narrateur que sur son sujet. À midi, l'inspecteur Cray s'est arrêté au cottage de Miss Marple avec un soupir las et un dossier de déclaration. « Ça a l'air simple, a-t-il dit. Vos soupçons à son égard étaient fondés. Nous avons trouvé du cirage sur ses gants et un fragment du registre manquant dans son bureau. Il semble qu'elle ait couvert son mari ou Dawlish. Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, elle a paniqué. » Miss Marple baissa les yeux sur le dossier sans l'ouvrir. « La panique est un phénomène étrange, inspecteur. Elle pousse les gens à ranger au mauvais endroit. » Il rit doucement. « Tu devras m'expliquer ça un jour. Peut-être quand les cloches-tops sonneront à nouveau juste, dit-elle. » Ce soir-là, tandis que le village se rassemblait pour l'office improvisé, Miss Marple était assise à son banc habituel sous la fenêtre sud. La voix du vicaire tremblait légèrement, tandis qu'il lisait les prières, mais son sang-froid demeurait intact. Lorsque le cantique commença, l'assemblée se leva, et du haut de la tour, les premières notes des clochettes résonnèrent dans un carillon hésitant et irrégulier. Miss Marple leva les yeux vers le son. Une cloche sonna, sourde et vide, le même son qu'elle avait entendu dans sa chaumière, non pas l'écho du deuil, mais celui d'une substitution. Plus tard, tandis que les gens se dispersaient en bavardant à voix basse, elle s'attarda près du porche. L'air était chargé d'une légère odeur de cire lavande. Sur les dalles, sous la porte de la tour, un petit objet accrochait la lumière mourante, un fragment de laiton, courbé et creux. Elle se baissa pour ramasser le battant, brûlé à une extrémité comme s'il avait été récemment limé. L'inspecteur Cray s'approcha derrière elle. « Qu'avez-vous trouvé, Miss Marple ? Seulement ce que tout le monde croyait avoir disparu, dit-elle doucement. Et peut-être la raison pour laquelle quelqu'un en avait besoin. » Il prit le morceau et le fit tourner dans sa main. Il était lourd pour sa taille. Il aurait pu servir à porter un coup, ou pour réduire quelqu'un au silence, dit-elle. La distinction, en termes moraux, est rarement claire. Il la regarda alors avec un respect nouveau, sans rien dire. Ensemble, ils observèrent tous la tour se dresser au-dessus d'eux, ses cloches immobiles sur le ciel pâle. Quelque part à l'intérieur, les cordes frémissaient faiblement dans le courant d'air, murmurant des mains qui ne les toucheraient plus jamais. Miss Marple resserra son crâne. Le village dormait mieux ce soir, elle le savait, réconfortée par l'idée d'une résolution. Pourtant, la paix, comme le son, pouvait être trompeuse. L'une et l'autre dépendaient entièrement de ce que l'on choisissait d'entendre. Le vent du soir suivit Miss Marple jusque chez elle, tirant légèrement sur son châle comme s'il refusait de la libérer des questions persistantes du cimetière. Le battant pesait sur ses pensées bien plus que dans la poche de l'inspecteur. C'était un objet curieux, minuscule, autonome, mais capable de faire résonner le son dans le silence. Et lorsqu'on le retira, tout apparut intact, bien que la vérité elle-même fût étouffée. Elle referma doucement son portail derrière elle, consciente du faible écho des cloches qui hantaient encore l'air du village. Une lampe brillait à la fenêtre de son salon. Elle ne l'avait pas laissée allumer. Un instant, elle resta parfaitement immobile, puis sourit faiblement et entra. À l'intérieur, l'inspecteur Cray faisait les 100 pas, chapeau à la main, l'air un peu penaud. « Pardonnez-moi pour cette intrusion, dit-il. J'ai eu une pensée en rentrant. À propos de ce combat, mieux vaut aérer ses pensées que les réprimer, répondit-elle en posant son panier. Voulez-vous du cacao ? Cela calme le raisonnement. Il accepta, mais avec l'air d'un homme peu habitué au calme domestique. Le rapport d'expertise arriva. Le morceau de laiton portait des traces de sang, mais pas de Madame Pottle ni de Dawlish. C'était une tache plus ancienne, vieille de plusieurs semaines, peut-être de plusieurs mois. Miss Marple remuait doucement le cacao. La cloche sonna donc avant la fête, mais nous ne l'entendions pas. Que signifiait exactement ? Ce quelque chose de désagréable était caché bien avant les événements de cette semaine. J'imagine que votre claquette manquante a pu servir à mettre l'accent sur quelque chose, dans une conversation qui n'était pas destinée aux oreilles des paroissiens. Cray fronça les sourcils, les mains posées sur le dossier d'une chaise. « Tu veux dire que quelqu'un a été agressé ? Mais par qui ? Tout le monde dans ce village semble avoir manipulé cette cloche à un moment donné. Tout le monde est respectable, dit-elle doucement, et la respectabilité est souvent le meilleur moyen de masquer la peur. » Il soupira. « Je vais faire fouiller à nouveau le chemin derrière la tour. » Miss Marple hocha la tête. « Allez. Mais peut-être examinerez-vous aussi les retraits antérieurs du fonds de restauration. Ces registres cachent autant qu'ils révèlent. » Après son départ, elle resta près de la fenêtre, observant la ruelle. La pluie avait cessé, laissant un léger reflet argenté et humide sur les pavés. Du presbytère d'en face provenait une seule faible lumière, sa lampe de bureau peut-être. Pauvre homme, pensa-t-elle.
Il avait supporté la tragédie de sa femme avec le sang-froid du devoir, c'est-à-dire sans aucun. Un chagrin trop contenu a tendance à se répandre ailleurs. L'après-midi suivant, elle s'y rendit sous prétexte de livrer des couvertures tricotées pour la vente de charité de l'église, qui serait désormais inévitablement reportée. Le vicaire l'a reçue dans son bureau. Il était plus pâle qu'avant, sa douceur exacerbée par la fatigue. « Je ne sais plus quoi dire aux gens, » admit-il. « On parle de ma femme comme si elle était à la fois pécheresse et sainte. C'est la façon dont le village pardonne sans comprendre, » dit Miss Marple. « Ils aiment leur deuil bien net. » Il sourit tristement. « Et vous, Miss Marple, lui avez-vous pardonné ? Le pardon exige d'abord un jugement, et je ne suis pas sûr d'en avoir mérité le droit. » Son regard se porta sur l'étagère derrière lui. Il y a un curieux espace entre le psautier et le livre de la prière commune. Il se retourna. Oh oui, c'était le grand livre d'Éléanore. Elle y tenait les comptes de sa famille. Je n'y ai plus touché depuis. Puis-je ? Demanda-t-elle. Il hésita, puis acquiesça. Le registre était plus petit que prévu, relié en toile bleue usée. Lorsqu'elle l'ouvrit, un bout de papier s'en échappa. Elle se pencha et récupéra un reçu déchiré, légèrement taché, de la fonderie de cloches de Melford. La date était antérieure de 3 mois à la fête. « Il semble que votre femme ait commandé 2 battants, et non 1, dit-elle doucement. Curieuse économie pour une paroisse aux prises avec des difficultés financières. » L'expression du vicaire se transforma en une expression de perplexité, se muant en une sorte de reconnaissance naissante. Je m'en souviens maintenant. Elle avait dit que le premier avait été livré défectueux, mais il n'était pas question de paiement. Peut-être le paiement a-t-il été fait en nature, murmura Miss Marple, ou en silence. Il la regarda fixement. Insinuez-vous qu'elle... Je suggère qu'elle craignait d'être exposée pour quelque chose qu'elle n'avait pas à confesser, dit doucement Miss Marple. C'est souvent la culpabilité la plus lourde. Un coup les interrompit. Lily Cartwright entra, serrant contre elle une liasse de partitions. Je les ai trouvées dans le cœur, dit-elle nerveusement. L'écriture de M. Copley. Il a dû les laisser lors de son arrestation. Le vicaire les prit distraitement, feuilletant les pages, mais Miss Marple remarqua un bout de fil bleu coincé dans le coin d'une feuille, de la même teinte que le ruban de la sonnette. Son regard se porta sur Lily, dont les doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle lissait sa jupe. « Tu as eu des jours difficiles, ainsi, ma chère, » dit gentiment Miss Marple. « C'est peut-être trop de responsabilité pour quelqu'un d'aussi jeune. »« Je n'ai aidé qu'à la comptabilité, » balbutia Lily. « Monsieur Dawlish m'a demandé de taper les chiffres. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Bien sûr que non. Mais parfois, on confond gentillesse et complaisance. Et d'autres profitent de cette erreur. » La fille rougit et se mordit la lèvre. « Monsieur Dawlish m'envoyait faire des courses. Une fois à Melford, je pensais que c'était pour du papier pour cantique, mais à mon arrivée, c'était à la fonderie. On me donne un paquet emballé dans du papier kraft et on me dit de le remettre à Madame Pottle. » Le silence retombe dans la pièce. Même l'horloge du vicaire semblait hésiter entre 2 tic-tac. Miss Marple replia soigneusement le bout de papier dans le registre. « Tu as fait exactement ce qu'on te demandait, ma chère. Nous devons tous faire confiance à ceux qui paraissent bons, sinon le monde ne tournerait jamais. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent d'un soudain. « Tu crois qu'elle l'a tué ?»« Je pense, dit Miss Marple, qu'elle a porté le poids des péchés de plus d'une personne, et peut-être qu'une personne a décidé qu'elle l'avait porté trop longtemps. » Ce soir-là, Miss Marple dépose le registre et le reçu déchiré sur son bureau. Dehors, les cloches se remirent à sonner, fraîchement testées, les tons aigus et justes. Pourtant, à son oreille, l'harmonie était fragile, la mélodie inachevée. Elle regarda la flamme de la bougie vaciller et pensa au battant que Cray possédait, celui qui manquait toujours. Un petit plan commença alors à se former, discret et précis. Il y avait des vérités que les gens ne diraient pas, mais qui pourraient se révéler sous la plus douce pression de la conscience, telles des cloches frappées par des mains invisibles. Demain, elle donnera elle-même le ton. Le matin se leva clair et froid, comme si le ciel lui-même cherchait à purifier ce qui avait été souillé. Miss Marple était assise à son bureau, le registre ouvert devant elle, et une feuille de papier fraîche à côté. Elle écrivit de son écriture soignée et bouclée. Le révérend Pottle, l'inspecteur Cray et Miss Cartwright sont invités à prendre le thé à 4 heures. Discussion des affaires de la paroisse. Le mot, une fois remis, paraît assez anodin. Les apparences, après tout, étaient le camouflage le plus fiable dans un village qui vivait d'elle. En milieu d'après-midi, son salon était parfaitement agencé. Le feu crépitait, les tasses de thé brillaient et la clochette en laiton poli brillait doucement sur la cheminée.
Sa surface ne la reflétait plus clairement, le métal avait recommencé à ternir, et elle appréciait cet état. L'âme humaine, pensait-elle souvent, avait la même apparence lorsqu'elle était laissée à sa teinte naturelle. Ils arrivent ponctuellement. Le révérend, l'inspecteur Cray, calme et inquiet, et Lily Cartwright, vive et sceptique, nerveuse mais déterminée. Miss Marple sert le thé avec son calme habituel. « C'est très gentil à vous tous d'être venus, dit-elle. Je voulais parler des cloches. Elles semblent sonner plus justes maintenant, même si je me demande si la vérité n'est jamais réconfortante. » Cray se renversa en arrière. « Si vous avez du nouveau pour moi, Miss Marple, je suis preneur. Mais à compter d'aujourd'hui, l'enquête du coroner se termine avec la mort de Madame Pottle. Ils appellent cela une mésaventure. »« Quelle miséricorde, murmura-t-elle. Ça évite à tout le monde de réfléchir davantage. » Le vicaire tressaille. « C'est sûrement injuste, ma femme n'était pas coupable d'un meurtre. » Miss Marple le regarda avec bienveillance. « Non, je pense qu'elle était tout le contraire. Elle nettoyait ce que les autres laissaient. Elle prenait la dissimulation pour la vertu, comme le font si souvent les âmes ordonnées. » La tasse de thé de Lily vibrait légèrement dans sa soucoupe. « Tu veux dire carré. Tu as caché quelque chose ?»« 2 choses, je crois, » dit Miss Marple en posant sa cuillère. « D'abord, les petits vols au fond de restauration des bagatelles, peut-être, mais blessantes pour un homme comme M. Dawlish, qui privilégie la droiture à la compassion. Deuxièmement, l'accident qui a rendu la dissimulation nécessaire. » L'inspecteur Cray fronça les sourcils. « Accident ?»« Le premier battant, » dit doucement Miss Marple. « Celui commandé des mois avant la fête. Il n'avait jamais été défectueux. Il était taché de sang. La pièce se figea. Seule l'horloge sur la cheminée marquait les secondes, discrète et impartiale. J'imagine, poursuit-elle, qu'il s'agissait d'un accès de colère, d'une dispute peut-être, dans la cabane du sonneur. Un objet lourd à portée de main, un seul coup, involontaire peut-être, mais fatal. Quelqu'un paniqua, et Madame Pottle, le découvrant, fit ce qu'elle croyait être charitable. Elle nettoya le laiton, cacha le battant et fit venir un nouveau. La mort de M. Dawlish, quelques semaines plus tard, n'était que la conséquence de ce qu'elle avait tenté de réparer. Cray se redressa. « C'est une supposition, Miss Marple. Qui a porté le coup, alors ?» Son regard se posa doucement sur Lily, pâle et immobile, les lèvres vidées de leur couleur. « Pas celle que vous soupçonnez, inspecteur. Une personne trop effrayée pour se souvenir qu'elle était la victime. Une jeune femme habituée à obéir à des hommes qui parlent gentiment, mais cherchent à vous contrôler. Je crois que M. Dawlish vous a coincé ce jour-là, mademoiselle Cartwright. Peut-être vous a-t-il accusé d'avoir gardé des fonds, peut-être pire. Vous avez cherché la protection la plus proche. Lorsque Madame Pottle vous a trouvé, elle a décidé que le repentir était son devoir, pas le vôtre. » Lily secoua d'abord faiblement la tête, puis se prit le visage dans les mains. Il n'arrêtait pas de crier. Je pensais qu'il allait tout raconter à tout le monde. Je voulais juste le faire taire. Puis il y eut du sang, et quand Madame Pottle arriva, elle dit qu'elle s'en occuperait. Elle disait que c'était une épreuve divine. Le vicaire se leva, bouleversé. Éléonore le savait, et elle l'avait supporté tout ce temps, par « pitié » dit Miss Marple, et par fierté. « Pitié pour toi, ma chère » ajouta-t-elle à Lily, et par fierté de sa propre vertu. Quand le corps de Dawlish fut retrouvé à la fête, elle craignit que le passé ne refait surface. Elle se rendit à la tour cette nuit-là pour effacer toute trace de ce qu'elle avait caché. Mais quelqu'un la suivait. Cray leva brusquement les yeux. « Tu crois qu'on l'a poussée ?»« Pas tout à fait, » dit Miss Marple, simplement effrayée. Elle affronta le seul homme qui commençait à la soupçonner, M. Copley. Il avait remarqué que le vernis de sa nouvelle claquette ne s'accordait pas avec celui des autres. Une remarque stupide et mesquine, mais dangereuse pour une femme qui protège un secret. Elle le menaça de lui révéler qu'il le nia avec trop de véhémence. Elle se retourna. Perdit pied peut-être, avait-il tendu la main pour la stabiliser, peut-être pas. Le ruban s'accrocha, la corde se tendit, et Sainte Mildred essuya un second scandale. Le silence revint, pesant mais étrangement purificateur. Dehors, une cloche sonna le quart d'heure, claire, résolue, sans honte de son propre écho. L'inspecteur Cray expira lentement. « J'aurai besoin de déclarations. La jeune fille ne sera pas inculpée, pas après ce délai. C'est une histoire tragique, rien de plus. » Le vicaire se rassit, les mains tremblantes sur ses genoux. « Éléonore a essayé de sauver une âme, » murmura-t-il, « et elle a perdu sa propre paix. »« La paix n'est jamais perdue, » dit doucement Miss Marple. « Elle est seulement déplacée parmi les personnes bien intentionnées. » Cray se leva et ferma son carnet d'un ton calme et définitif. «
Vous semblez presque clémente, Miss Marple. La miséricorde, dit-elle, est simplement la vérité, dite doucement. Lorsqu'ils furent en partie, elle resta près du feu, la clochette à côté d'elle. Elle paraissait inoffensive maintenant, ternie par le temps et les empreintes de doigts. Elle la souleva une fois, la laissa sonner. Le son était clair, serein, une voix enfin libérée. Pourtant, dans la faible réverbération, elle crut entendre autre chose, le soupir d'une femme bien intentionnée qui s'était égarée. Miss Marple sourit tristement et reposa la cloche. La pièce était silencieuse. Dehors, les cloches de l'église entamèrent leur lent et mesuré glas pour l'office du soir, non plus accusateur, mais humain, et enfin vrai. Le village de St. Mildred s'éveilla le lendemain matin comme si de rien n'était, même si Miss Marple en était consciente. L'air sentait le pain frais sorti du four du boulanger et les pavés mouillés par la bruine de la veille. Les enfants couraient dans les ruelles, leur rire troublant le calme, tandis que les mères appelaient depuis les portes, organisant les leçons et les courses avec une efficacité méticuleuse. Tout semblait à sa place habituelle, mais sous la surface, une tension subtile subsistait, comme un fil tendu sur la place du village. Miss Marple passa lentement devant l'église, ses pas silencieux sur les dalles humides. La cloche, maintenant remise sur la cheminée du presbytère, brillait doucement dans la lumière matinale, discrète mais éloquente. Elle s'arrêta pour en examiner la surface, se souvenant du son creux qu'elle avait produit lorsqu'on l'avait débarrassée de son battant, témoin silencieux de tant de peurs et de tromperies humaines. Les apparences, songea-t-elle, pouvaient être polies et brillantes, mais elles n'effacent jamais complètement les échos cachés. Au presbytère, le révérend Pottle s'adressait au conseil paroissial, la voix posée, mais son regard trahissait le poids d'un chagrin profond. Les comptes étaient à nouveau équilibrés. Des fleurs étaient disposées pour la messe dominicale, et la vie continuait avec une douce rigueur. Pourtant, il jetait des regards vers la tour plus souvent qu'il ne l'admet, comme s'il cherchait du réconfort auprès des cloches mêmes qui avaient été témoins de la tragédie. De l'autre côté du chemin, Lily Cartwright sortit de son logement, le pas plus assuré que la veille. Miss Marple l'intercepta avec un sourire. « Tu as été très courageuse, ma chère. Le village a une dette envers toi. » Lily rougit et baissa les yeux. « J'ai fait ce que je pensais juste. J'espère que M. Copley me pardonnera d'avoir causé des ennuis. »« Il le fera, » dit doucement Miss Marple. « Et le village aussi. Les malentendus durent rarement plus longtemps que la gentillesse, surtout quand la vérité a été dite. » Les cloches de l'église sonnèrent l'heure, leur son clair et mesuré. Miss Marple écouta un instant, notant la différence avec l'écho hésitant et sourd des jours précédents. Il y avait de l'autorité dans le ton maintenant, mais il y avait une douceur humaine, la reconnaissance que les instruments avaient fait leur œuvre. La justice, pensait-elle, ressemble souvent à cette fermeté, cette patience, mais cette clémence. Plus tard, elle traversa la place du village, observant les subtils changements du comportement humain. Madame Price Ridley ajusta son bonnet, discutant avec animation avec ses voisins du retour inattendu à la normale, même si le léger pli entre ses sourcils trahissait une inquiétude résiduelle. Le boucher disposait les saucisses avec soin, jetant de temps en temps un coup d'œil aux fenêtres du presbytère comme pour jauger l'ambiance. Même le facteur distribue les lettres avec plus de hâte que de nécessité, conscient que ces derniers jours avaient rendu tout le monde exceptionnellement alerte. Miss Marple s'arrêta près de la fontaine au centre du jardin. Son eau ondulait doucement dans la brise matinale, reflétant les images déformées des passants. Elle sourit faiblement. La fontaine était comme la nature humaine, claire et ordonnée à la surface, mais dissimulant toujours des courants en dessous. Le village, réalisateur, reprendra ses rituels, les ragots reprendront leur cours, et les apparences de civilité resteraient intactes. Mais la vérité avait laissé des traces subtiles, telles des ondulations sur l'eau, visibles seulement pour ceux qui choisissent de regarder. Quelques enfants passèrent en courant, criant pour une balle perdue, et l'un d'eux s'arrêta pour regarder la fontaine. Miss Marple remarqua comment de petites mains pouvaient modifier le cours des ondulations, tout comme de petits gestes, des regards cachés, des phrases à moitié oubliées. Le placement précis d'une cloche pouvait perturber la vie apparemment paisible du village. Elle rapporta cette pensée chez elle, franchissant discrètement le seuil, les mains chaudes sur le loquet. Dans son salon, la clochette reposait de nouveau sur son étagère. Miss Marple la polissait légèrement, laissant sa surface jusqu'à ce qu'elle brille.
Mais le souvenir creux de son silence persistait dans son esprit. Elle repensait à l'enchaînement des événements, aux subtiles manipulations, aux malentendus, au courage de la jeunesse et au désespoir silencieux de l'orgueil et de la peur. Chaque acte humain, aussi banal soit-il, avait inexorablement mené à la révélation, mais aucun n'avait été pleinement perçu avant qu'elle n'ait écouté attentivement les intervalles entre les apparitions. La journée s'écoula. Miss Marple prépara une théière, disposant ses tasses avec sa précision habituelle. Dehors, le soleil filtrait sur les toits, projetant de longues ombres posées. Un léger vent apportait le parfum de lavande des jardins du village, se mêlant aux légers résidus de fumée des bougies des offices de la veille. Elle se servit du thé, savourant la légère chaleur, tandis que son esprit continuait à recenser les leçons que le village lui avait offertes. L'innocence pouvait être mal jugée, la vertu et la peur se faisaient souvent passer pour de la culpabilité, et même dans la mort, la miséricorde trouvait sa place. Dans l'après-midi, la pelouse du presbytère commençait à accueillir à nouveau ses visiteurs habituels. Les voisins passaient, saluant poliment, discutant de la messe du dimanche et reprenant timidement leurs occupations quotidiennes. La vie, remarqua Miss Marple, semblait comme si rien n'avait été perturbé. Pourtant, elle savait que de subtils ajustements avaient été opérés, que les cœurs s'étaient adoucis, que les soupçons avaient été tempérés et que la conscience villageoise rappelait doucement la frontière ténue entre la vérité et les apparences. Assise près de la fenêtre, tricotant sans toucher, Miss Marple jeta un coup d'œil aux cloches au loin. Elles brillaient dans le soleil couchant, leur surface lisse et polie. Elle s'autorisa un léger sourire. Les apparences étaient certes préservées, mais la leçon persistait. La vigilance, l'empathie et le discernement discret étaient les instruments par lesquels l'ordre moral pouvait être maintenu, même lorsque la folie humaine menaçait d'en étouffer le son. Le village avançait, apparemment inchangé, mais le silence qui régnait sous les bavardages ordinaires témoignait d'une compréhension acquise, non criée. Miss Marple se pencha en arrière, les yeux fixés sur la lueur dorée de la clochette à côté d'elle, et pensa à ceux qui avaient agi avec courage et à ceux qui avaient failli. Les cloches sonnèrent à nouveau, vraies et sans crainte, et le village écouta.